Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ce soir à InfoMag, accident impliquant un autobus scolaire, le protocole va être vu. Jacques Perron réagit aux allégations de Robert Goulet. Succès retentissant pour le déjeuner de l'Ami de l'Entraide. Et François Croteau vient nous parler sport. Bienvenue à InfoMag, votre magazine d'information locale, édition du jeudi 26 septembre 2013. Eh bien, la commission scolaire au Cœur des Vallées a annoncé hier qu'elle ne tiendrait pas de lac à l'épaule en 2013-2014. On sait que c'est lors de ces lacs à l'épaule que les commissaires décident habituellement des nouveaux projets pour l'année à venir. Cette décision a été prise mercredi soir lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des commissaires. Rappelons que la CSCV doit jongler avec des coupures de près de 2 millions de dollars. Les commissaires ont décidé de s'en tenir au maintien de la qualité du service aux élèves et aucun projet ne va être mis de l'avant cette année. Par ailleurs, les coupures imposées par le gouvernement du Québec commencent à se faire sentir, notamment au niveau du transport scolaire. En effet, plusieurs élèves, autant de niveau primaire que secondaire, doivent prendre 2 autobus le matin et 2 le soir, ce qui peut causer bien des ennuis. Selon le président de la CSCV, cette situation, bien que désagréable, n'est pas unique au Québec. Aussi, c'est une situation comme ça, on se retrouve dans des situations comme ça, le transport, dans toutes les compressions budgétaires, on a eu des compressions de presque 1 million dans le système de compression budgétaire. Vous vous rappelez, l'an passé, on avait différentes problématiques. Bien, à un moment donné, c'est tous les efforts qu'on doit faire pour, essayer d'accommoder les étudiants le plus possible et les familles, et respecter les budgets qu'on reçoit du ministère de l'Éducation, pour justement là, essayer de tout coordonner ça. Donc, c'est sûr que ça crée peut-être certains inconvénients pour certaines familles. On revient maintenant sur l'accident impliquant un autobus scolaire qui s'est produit lundi avant-midi dans le secteur Buckingham. On sait que 3 élèves ont dû être transportés à l'hôpital. Au moins un de ces élèves aurait été laissé seul le temps que ses parents viennent le rejoindre à l'urgence. Selon le président de la CSCV, la procédure prévue dans de tels cas a bel et bien été suivie. Les parents dont les enfants ont été blessés doivent être avertis par le transporteur scolaire. La direction de 2 écoles a également contacté les parents dont les enfants étaient à bord de l'autobus, mais qui n'ont pas été blessés. De son côté, la direction de l'école Saint-Michel n'a pas jugé bon d'aviser les parents, une situation qui, on en convient, peut être assez stressante pour les parents. Suite à cet incident, le protocole va être complètement revisé, comme nous l'explique M. Léger. Selon la procédure normale présentement, au moment où on se parle, c'était la procédure, c'est les gens du service de transport qui appelaient les parents, mais seulement que les parents où il y avait eu une problématique, par exemple un blessé ou des choses comme ça. Donc, cette fois-ci, c'est qu'est-ce qui a été fait en partie, et l'autre partie a été fait par certaines écoles. Donc, du Boisé et Saint-Laurent, les directions d'école ont appelé directement les parents. À Saint-Michel, vous avez raison, ça n'a pas été fait. Donc, suite à ça, tout de suite après ça, on s'est dit, regardez, on va vraiment mettre en place un protocole, une façon de faire dorénavant, lorsqu'une problématique de ce genre-là va survenir. Donc, comment on va gérer cette situation-là? Donc, il a été attendu maintenant que c'est les directions d'école de chaque établissement qui va faire le contact avec les parents. Campagne électorale à l'Ange Gardien. Maintenant, le candidat à la mairie, Jacques Perron, a réagi aux propos de son adversaire, le maire sortant, Robert Goulet. On se souvient que M. Goulet, dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, avait mentionné que les chiffres indiqués dans la brochure de M. Perron et qui laissaient supposer un déficit de 475 000 $ étaient totalement faux. M. Goulet avait même laissé sous-entendre que la municipalité envisageait de prendre des actions légales pour diffamation. Jacques Perron persiste et signe en affirmant la véracité de ces chiffres qu'il distribue et que le déficit est bel et bien réel.
Par contre, il confirme que ce qu'il avance n'a pas été vérifié par un expert comptable. 475 000 ça sort, c'est que j'ai regardé la différence, comme les revenus avaient monté seulement de 16,2 les dépenses de 25,7 une différence de 9,5 de plus dans les dépenses, et que l'augmentation de remboursement de la dette était de 152 000 à 332 000, qui est 180 000 Si on regarde les deux, on arrive au chiffre de 474 000 qui est un déficit. Le déficit n'est pas un déficit de cette année. Je n'ai jamais accusé personne d'avoir mis de l'argent dans leur poche, mais c'est plutôt un déficit entre ce qui était déposé en 2010 et ce qui est déposé en 2013 dans nos budgets d'immobilisation. C'est-à-dire quand on utilise des chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Est-ce que vous avez une formation quelconque pour être en mesure d'analyser correctement ces chiffres-là? Et est-ce que votre analyse a été vérifiée par un comptable ou quelqu'un qui est habilité à faire l'analyse des chiffres? OK. En fait d'expérience, j'étais gestionnaire de projet. En 1999, je gérais un projet de plus de 4 millions à la fonction publique fédérale. J'ai une certaine expertise dans la gestion des finances. Par contre, je ne suis pas un comptable de formation. Les chiffres n'ont pas été vérifiés par personne, mais les chiffres parlent par eux autres même quand même. Je n'ai pas fait de manipulation de chiffres. Je n'ai pas fait de falsification non plus. Tout est très clair. Et lorsque j'explique aux gens, les gens comprennent très bien. Je ne parle pas de déficit annuel, je parle de déficit dans l'évolution du budget. Alors, je vous souligne que l'intégrale de l'entrevue que M. Perron nous a accordée est disponible sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Le candidat y aborde entre autres le salaire du maire ainsi que l'acquisition de champs boisés par la municipalité. L'émission Parole à l'élu, qui est diffusée sur nos ondes cette semaine, est également disponible sur notre site à la même adresse. Pari gagné pour l'Ami de l'Entraide. En effet, l'organisme avait choisi de changer la date de son déjeuner bénéfice qui a eu lieu mercredi dernier, plutôt qu'en mai, comme par les années passées. Eh bien, le moins qu'on peut se dire, c'est que le choix du mois de septembre s'est avéré plutôt payant, étant donné qu'on a presque doublé les sommes recueillies par rapport au troisième déjeuner. Entre 7h et 11h, le Lala Bistro était d'ailleurs plein à craquer. Rappelons que toutes les sommes recueillies ont été remises directement à l'Ami de l'Entraide. En comptabilisant les dons reçus, ce sont plus de 1 600 $ qui ont été amassés. Cet argent va permettre à l'organisme de continuer d'offrir ses services aux plus démunis. Martin Lajeunesse, le copropriétaire du Lala Bistro, nous dit pourquoi son établissement continue de s'impliquer année après année. Parce que pour le Lala, c'est important de s'impliquer dans notre communauté. Et oui, ça fait 4 ans qu'on est avec l'Ami de l'Entraide. Là, c'est une marque là, de redonner là, à la communauté ce que la communauté nous amène. Ce qu'on remet à l'Ami de l'Entraide, c'est tous les ventes et non les profits. Parce que les profits, on ne diminue pas le montant. Vraiment, les gens là, achètent 2 œufs bacon, ils payent... Ils sortent avec 5,95 $. C'est le 5,95 $ qu'on donne à l'Ami de l'Entraide, ou les crêpes là, à 9,95 $. On donne le plein montant. Même les gens achètent un cappuccino. Alors moi, à 11 h, je sors les ventes là, de qu'est-ce qu'on a vendu et c'est le montant que je donne à l'Ami de l'Entraide. Décidément, la générosité des citoyens du secteur ne se dément pas. En effet, le tournoi de golf au profit de la Maison de la Famille, qui se tenait il y a quelques semaines, a permis d'amasser un montant de 8 000 $. Cette année, 75 golfeurs étaient présents et 111 personnes ont assisté au souper. Sous la présidence d'honneur de la famille de Jacques Coco-Lantier, le tournoi se voulait l'occasion de faire connaître les activités de la Maison de la Famille. Tout l'argent recueilli va permettre à l'organisme de continuer d'offrir des activités éducatives aux familles du secteur. Le tournoi va être de retour en 2014 sous la présidence d'honneur de Sébastien Jonca et de Mélissa Parenteau. La Ville de Gatineau informe les citoyens du secteur Masson-Angers qu'un avis d'ébullition de l'eau est en vigueur depuis hier, et ce jusqu'à nouvel ordre. Cet avis est rendu nécessaire en raison de travaux sur le réseau d'aqueduc sur le chemin de Masson. Une portion du chemin Masson va d'ailleurs être fermée partiellement à la circulation, et ce jusqu'à jeudi matin. Une diminution de pression est à prévoir et une interruption complète de l'eau potable pourrait survenir. Les résidences et les institutions devront donc faire bouillir leur eau au moins 1 minute avant de la consommer, et ce même s'il n'y a pas de baisse de pression.
La semaine de la sensibilisation aux maladies mentales va avoir lieu du 6 au 12 octobre prochain. Depuis 1992, cette semaine pan-canadienne a pour but d'ouvrir les yeux aux Canadiens sur la réalité de la maladie mentale. Pour nous parler de la maladie mentale et surtout des ressources disponibles dans notre secteur, j'ai rencontré Pierre Leclerc, le directeur général du Boulevard de la Vallée, un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Pierre Leclerc, merci d'accepter notre invitation. On sait qu'à partir du 6 octobre et ça jusqu'au 12 octobre, c'est la semaine nationale de sensibilisation aux maladies mentales. D'abord, pourquoi en 2013 on a encore besoin d'une semaine comme celle-là? Bien, c'est une bonne question. C'est méconnu, on ne s'en cachera pas. Malheureusement, à chaque fois qu'on entend parler de maladies mentales, c'est souvent relié à, par exemple, un meurtre ou des choses comme ça, l'itinérance. Puisqu'il faut savoir, au niveau meurtre, par exemple, parce que ça fait toujours les manchettes, là, une personne schizophrène a tué son colocataire, son père, sa mère. Le pourcentage de criminels chez les schizophrènes est plus bas que le pourcentage de criminels dans la population générale. Alors, mais ce que l'on ne connaît pas, je vais le dire, pardon, ça fait peur. C'est souvent ça. C'est juste de la méconnaissance. Alors, cette semaine-là, ce qu'elle veut faire, c'est sensibiliser les gens au fait qu'avoir un problème de santé mentale, c'est courant. C'est une personne sur 4 aura un trouble de santé mentale au cours de sa vie, ce qui est quand même beaucoup. Quand on parle de troubles de santé mentale, évidemment, l'éventail est très large. Oui. On a souvent l'impression qu'on va dire les fous, on met tout le monde dans le même bateau. Il y a différentes maladies mentales. Pouvez-vous nous parler un petit peu là, de certaines de ces maladies-là? Oui, bien, il y a tout ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, les troubles de personnalité limite. Il y a le suicide, évidemment, qui est un geste définitif et regrettable. Il y a la schizophrénie, il y a les troubles anxieux, il y a les troubles de bipolarité. Ces différents troubles, avec différentes façons de les aborder. Mais pour l'entourage, ça demeure toujours souvent... Autant que, tu sais, la personne qui reçoit du jour au lendemain un diagnostic, là, c'est sûr que c'est un coup de masse. Ça fait peur, ça écrase. Il y a un processus pour le rétablissement, parce que le rétablissement existe, heureusement. Quand on dit rétablissement, on ne parle pas de guérison, mais bien de rétablissement. Mais un peu comme un deuil, il y a des étapes là-dedans. Alors, c'est important d'aller chercher du support pour ne pas vivre ça seul. Et c'est vrai aussi pour l'entourage. C'est important d'aller chercher du support parce que tant qu'on n'est pas confronté aux maladies mentales, on sait que ça existe, mais on ne sait pas trop c'est quoi, comment réagir, comment je peux supporter la personne au quotidien. Souvent, c'est important d'aller chercher de l'aide pour ne pas nous-mêmes éventuellement se retrouver en dépression que je n'ai pas nommée, mais chez nous, au Boulevard de la Vallée, on a une augmentation de référence au niveau de la dépression majeure. Est-ce qu'on peut éventuellement, dans la population, vous pensez, dédramatiser la maladie mentale? On le souhaite. On le souhaite, c'est sûr, mais il y a beaucoup de travail à faire. T'sais. Puis nous, on a un petit slogan à l'interne, puis même à l'externe dans nos publicités, c'est les préjugés sont gratuits. La santé mentale a un prix. Nous, l'outil qu'on s'est donné, le principal outil, c'est notre boutique, à l'intérieur de laquelle on vend des réalisations faites à travers les différents plateaux. Parce que ce n'est pas parce que du jour au lendemain, tu as un trouble en santé mentale que tu n'as pas de talent, là, au contraire. Et dans notre clientèle, on a des gens qui sont analphabètes, on a des gens qui ont un bac, donc des universitaires. On a des gens qui ne sont pas beaucoup sortis de la région, on a des gens qui ont voyagé très loin. On a des gens qui n'ont jamais travaillé parce que la maladie les a frappés très jeunes. On a des gens qui ont travaillé une partie de leur vie et que la dépression majeure les a frappés. Alors, c'est très varié, puis personne n'est à l'abri de la dépression. On dit souvent que la dépression menace 10 personnes sur 10. Donc, pas mal toute la population. Est-ce que le Boulevard de la Vallée, justement, peut aider les gens qui accompagnent des personnes qui ont des maladies mentales ou si on les réfère ailleurs, par exemple? En fait, nous, on va surtout les référer parce que notre mandat du Centre de santé et services sociaux, c'est de travailler avec la personne qui présente le trouble. Mais il existe il y a les CLSC, évidemment, là, qui sont en première ligne, qui peuvent supporter ces gens-là, mais il y a aussi un organisme qui s'appelle l'Apogée, dont eux, leur mission et leur mandat, c'est de travailler avec
les familles des gens qui sont atteints. Pour les supporter, il y a des groupes de discussion, ils ont de l'information, puis on peut les rejoindre au 771-6488. C'est un organisme régional qui est basé à Hull, mais je dirais c'est tous ceux qui ont un proche qui vit un problème en santé mentale, puis qui ont le goût d'en connaître plus ou savoir comment je peux l'aider sans me brûler moi. C'est un coup de téléphone, les gens sont super sympathiques là-bas, puis ça fait du bien de sentir que hey, je ne suis pas tout seul à me sentir comme ça, à vivre ça. C'est important de s'entourer. Et on peut peut-être rappeler en terminant que la boutique justement du boulevard de la Vallée, non seulement ça aide aux gens qui sont atteints de maladies mentales, mais ça peut aussi, c'est une belle boutique pour aller chercher plein de décorations, par exemple. Oui, c'est une boutique cadeau, il y a des meubles recyclés, il y a des objets d'art, il y a des toiles, il y a des sculptures, il y a des bijoux, il y a des photos issues de l'atelier photo, il y a des produits issus des cours de couture qu'on offre. Et il y a aussi, on a une série de petites cartes. Ça, c'est gratuit, c'est donné. Si quelqu'un veut juste s'informer, il y en a une pour chacune des maladies principales, derrière lesquelles on a un peu l'explication de ce que c'est et des sites Internet de référence. Fait que si quelqu'un, ou même par Internet, il y a moyen d'aller s'informer aussi, évidemment. Mais évidemment, si on a le goût de venir se rincer l'œil en boutique, ils sont les bienvenus. Et vous avez pignon sur rue, sur la rue McLaren? Exactement, c'est le 126 McLaren. On est ouvert les mercredis après-midi, jeudi de 11h à 7h, vendredi même chose et samedi de 10h à 4h. Pierre Leclerc, merci infiniment et bonne semaine de la sensibilisation aux maladies mentales. Bien, merci, ça m'a fait plaisir. Alors aujourd'hui, pour la chronique communautaire, il me fait plaisir de rencontrer Jocelyne Sylvestre de Trait d'Union Outaouais qui fête cette année son 25e anniversaire. Bonjour, Madame Sylvestre. Bonjour. Alors commençons d'abord pour nous rappeler quelle est la mission et quels sont les services offerts par Trait d'Union Outaouais? Trait d'Union a pour mission d'offrir des services aux personnes autistes pour favoriser leur intégration sociale. Puis, est-ce que j'ai pu comprendre, dernièrement, vous avez un peu modifié votre mission? Oui, en juin, on a annoncé qu'on élargissait la mission pour inclure les services aux adultes. On avait fait une réflexion dans la dernière année, donc dès maintenant, on invite les familles et les adultes à venir s'inscrire à Trait d'Union. Les services vont être développés au cours des prochains mois. 25 ans, ça se fête en grand. Qu'est-ce que vous prévoyez cette année pour souligner ça? En fait, pour souligner du même coup notre 25e anniversaire puis le mois de l'autisme canadien, on a convenu de faire une deuxième édition du Festival du film en autisme de l'Outaouais au cinéma Elmer. Vous avez aussi des articles promotionnels que vous allez commencer à vendre. Oui, qu'on va poursuivre en fait parce que ce sont des articles promotionnels qu'on vend depuis quelques années. On a des nouveaux rubans comme ça pour porter avec une clé ou une carte. Des petits toutous, on trouve que ça serait une belle idée pour l'Halloween avec un petit citrouille et puis un petit sac de bonbons pour un enfant, là, pour acheter un petit toutou autiste. Oui, absolument. Et vous me parliez du festival du film de l'autisme. Où est-ce que ça se passe exactement et quand est-ce que ça a lieu? Ça va se dérouler au cinéma Elmer du 3 au 6 octobre. Puis, est-ce qu'on peut parler un peu de la programmation? Il y a 3 films qui vont être présentés. On a le film Gabriel qui est en salle présentement et qu'on a convenu d'intégrer à la programmation. Il y a aussi le film L'autiste au tambour que personne n'a vu encore parce qu'il n'est pas encore sorti. Et puis on a Mabel the Flood qui va être présenté en version originale hébreu, sous-titré en français. Ce sont tous des films qui traitent d'adultes autistes, donc on trouve que c'est une belle façon aussi de sensibiliser la population à cette réalité-là. Oui, parce que de plus en plus, ces personnes-là, on remarque qu'ils sont bien intégrées à la société. Oui, on n'en parlait pas beaucoup auparavant, puis c'est comme si on pensait que ces enfants-là grandissaient, puis guérissaient, ou je sais pas trop, mais les adultes autistes sont là, et puis ils ont les mêmes aspirations que les autres. Ils veulent eux aussi travailler, avoir une vie amoureuse, avoir des amis, s'intégrer dans la communauté, fait qu'on veut les soutenir là-dedans.
Puis d'ailleurs, un conférencier que vous allez recevoir est une personne autiste, c'est bien ça? Oui, on reçoit Antoine Ouellette, qui est l'auteur de Musique autiste. Antoine enseigne à l'Université de Montréal la musique, et puis il a publié un livre l'an passé, Musique autiste. Il s'en vient nous entretenir de ce livre-là et de sa réalité à lui. Puis dans le cadre du festival, on veut aussi démontrer les talents des personnes autistes. Donc on fait une exposition, l'autisme vu par l'art. Il y a 2 personnes autistes qui présentent leurs dessins, entre autres Antonio Maillot qui a reproduit les affiches du film pour la 2e année, et puis une artiste de l'École multidisciplinaire de l'image également qui fait une exposition. Je vous remercie beaucoup, Mme Sylvestre. Merci à vous, puis bon festival, j'espère que tout le monde va y être. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote et Jocelyne Sylvestre pour la chronique communautaire, et on vous invite à être présent du 3 au 6 octobre au cinéma d'Elmer. Maintenant sport avec François Croteau. François, si on commençait tout de suite avec le football, on sait que les Tigres, là, les juvéniles n'ont pas joué au cours de la dernière fin de semaine, mais les 2 autres équipes ont joué. On a des résultats? Oui, effectivement. Du côté des cadets, c'est une belle victoire de 38-12 contre les porte-couleurs de Nicolas Gatineau. Ça leur permet de conserver leur fiche intacte à 4 victoires et aucune défaite. Et du côté du classement, ils sont ex-aequo en première position avec Franco-Cité. Et alors, ça se dessine là, possiblement comme un duel intéressant entre les 2 équipes. Et le 19 octobre, justement, ici au terrain de l'école polyvalente, c'est Franco-Cité qui va s'amener. En attendant, vendredi, le 27, les cadets sont en action à compter de 16h30, mais à l'extérieur, ils vont visiter les représentants de Mont-Bleu. Et les Benjamins, de leur côté, ont également joué? Oui, une défaite de 28-12 contre l'école Sims. On sait que c'est quand même une force là, au niveau là, chez les Benjamins. Ils sont toujours premiers, mais au niveau des parties en main, Sims et Adley pourraient passer en avant. Prochain match, justement, contre les porte-couleurs de Adley, mais le 5 octobre, ce sont eux qui bénéficient d'une fin de semaine de relâche. Et rapidement, le juvénile, lui, sera en action samedi le 28 contre le Carrefour à compter de 13h, mais là-bas au Carrefour. Voilà, alors c'est à suivre. Pas maintenant. OK, je suis convaincu que Pierre Grandmaison aurait souhaité un meilleur début de saison. Ça va pas très bien en ce début de saison. Effectivement, la fiche de l'équipe, c'est une victoire et 2 défaites. À l'ouverture locale, vendredi dernier contre le Clarence, ça avait bien commencé. Les Mustangs avaient pris les devants, mais ça a été tout, parce que ça s'est soldé par une défaite de 6-1. Il faut quand même souligner la performance de Sébastien Dion du côté des visiteurs, qui s'est illustré en marquant 4 buts. Alors, 4 buts sur 6. Ce soir, jeudi soir, les Mustangs sont en action, mais du côté d'Ottawa-Ouest, un match important. Possiblement que Joey Mazerol serait en uniforme ce soir. On sait que les Mustangs ont négocié avec lui au cours des derniers jours. Si ce n'est pas ce soir, ce sera sûrement demain. Contre Metcalfe, ici même au centre sportif, à compter de 20h. Donc, le 6e joueur va être important là, du côté du centre sportif ici à... Ah, effectivement, ça prend toujours l'appui des supporters, oui. On passe maintenant du côté du karaté. Une athlète là, qui a fait honneur à la région, dans notre secteur, effectivement. Maude Lécuyer qui prend sa retraite. Oui, effectivement. Elle va ranger son kimono là, sous peu. Raison principale, ce sont les blessures qui la dérangent dans son entraînement. Et on sait que dans des sports de contact, lorsqu'on est blessé, là, on ne peut pas performer à la hauteur. Écoutez, on l'a dit, ça a fait rayonner la région au niveau karaté. Fait saillant, écoutez, double championne du monde, nord-américaine, c'est 34 médailles, dont 15 médailles d'or. 14 participations au championnat canadien. Alors, il faut le faire. Il faut souligner aussi que c'est Germain Bisson qui l'a dirigé là, pendant près de 2 décennies là, au Club Kama. Alors, une bonne retraite et mission accomplie pour Maude Lécuyer et la place. Voilà, félicitations. Oui. On parle maintenant
de ski, le marathon de canadien de ski qui s'en vient ici bientôt. Oui, bien, il est allé recruter, disons, dans la cour de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, en nommant Frédéric Ménard comme étant le directeur là, de la course là, ou des activités qui entourent l'événement là, du marathon canadien de ski. On va se demander, mais oui, pourquoi M. Ménard? Bien, écoutez, si on parle du championnat cross-country qui a lieu à Papineauville, qui est organisé par l'école, ça depuis 10 ans, ben, c'est lui qui a été l'instigateur de ça, c'est lui qui s'en occupe depuis les 10 dernières années. Donc, il s'en va maintenant relever de nouveaux défis. On lui souhaite bonne chance et je suis sûr que le marathon va rayonner grâce à cela. Bonne chance. Oui. Curling maintenant, parce que, bon, la saison est à la veille de commencer et il y a plein d'activités qui s'en viennent là, du côté du club de curling de Buckingham. Oui, effectivement, c'est le 95e anniversaire, il faut le souligner, et on en a profité cet été pour faire quelques rénovations. Et on revient à nouveau cette année avec le concept de porte ouverte qui se déroule du 30 septembre au 6 octobre. Il y a aussi des ateliers d'initiation, il va en avoir samedi le 5 et le 6 octobre prochain. Alors, les ateliers d'initiation, là, ben, ça le dit, si vous voulez essayer le sport, ben, c'est le temps de se rendre là. Il va avoir, vous n'avez pas besoin d'avoir l'équipement. Il va avoir là, les pierres sur place, les balais, etc. Le club, ben, lui, désire augmenter là, son nombre de membres. Je sais qu'ils sont à 175 dans le moment. On désire aller à 200. Et rapidement, je rappelle que le Challenge Château-Cartier va être de retour à l'Aréna de Masson du 23 au 27 octobre. C'est dans le World Curling Tour, ça. Et on sait que le club s'implique beaucoup dans l'organisation de l'événement. De toute façon, on aura d'autres détails sous peu. Voilà, alors c'est à suivre, le curling. Oui. On parle maintenant golf. Vous voulez nous parler golf? Oui, bien écoutez, c'est Diane Dolan pour les golfeurs là, qui ont foulé là, le parcours du club Tecumseh, c'est un nom connu. Peut-être moins pour les autres. Ben, elle a terminé 3e à l'Omnium Senior d'Irlande. Elle a terminé à 5 coups de la gagnante. Alors, c'est quand même une très belle performance. Elle fait du golf là, depuis qu'elle est toute jeune. Pour son cheminement là, cette saison, pour se rendre là, ben, elle a remporté ici le OVGA, Ottawa Valley Golf Association. Elle a remporté le championnat régional, terminé 2e au provincial et 3e au Canadien. C'est une passionnée de golf. Et pour tous les gens là, qui en arrachent le terrain de golf, ben, écoutez, sa première ronde à vie aurait été de 185. Regardez où elle est rendue aujourd'hui. Avec de l'effort et, j'imagine, de bons cours, il y a moyen de performer. Et de la patience, certainement. Oui. En terminant, on sait qu'on va avoir du beau temps en fin de semaine et vous voulez nous proposer une activité complètement différente là, qui se passe tout à côté de notre secteur. Oui, c'est à Notre-Dame-de-la-Salette. C'est le concours de labour annuel. Là, les gens, ben moi, le premier, va dire « Ah, ben, ça doit être intéressant, c'est une nouvelle activité. » 90e édition, mesdames et messieurs. Alors, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Ça se tient le 28 septembre. Ça débute à compter de 8 heures. Concours de labour, tir de chevaux. Il y a un lunch sur le terrain moyennant, là, faut l'acheter finalement. Quelques sous. Produits du terroir. Les artisans vont être sur place. Puis justement, là, je pense qu'il annonce 23 samedi ensoleillé. Et le Festival des couleurs là, débute, donc c'est un rendez-vous à Notre-Dame-de-la-Salette. Le bon temps d'en profiter. Donc, on rappelle que les Mustangs sont en action ce soir et demain soir ici même à Buckingham. Merci beaucoup, François. Alors, c'est ce qui complète cette édition d'Infomag. C'est également ce qui complète mon passage à la barre de l'émission. En effet, dès lundi, je vais débuter un nouvel emploi comme attaché politique pour Alexandre Iraka, le député du comté ici. J'en profite pour vous remercier de votre support au cours des 5 dernières années. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre, à André Soucy qui m'a fait confiance il y a 5 ans, tout comme le conseil d'administration. Et merci spécialement à mes confrères de travail. Merci à Gilbert, merci à Daniel, à Jean-François, à Sébastien. Écoutez, vous n'avez pas d'idée à quel point vous allez avoir été important dans ma vie. C'est sûr que je vais vous manquer, mais de toute façon, on va se revoir, j'en suis convaincu. Merci encore une fois et on se revoit à un moment donné. De toute façon, vous allez pouvoir continuer de suivre l'émission Entretien sur nos ondes. Mon nom est Michel Pilote. Bonne fin de soirée sur nos ondes.
Michel Pilote pour TVC.